Monsieur Samoul, vous êtes né en quelle année? Alors, je suis né le 11 août 1927. 1927. 27. Donc, je vais faire bientôt mes 80 piges. Et vous êtes né où? Je suis d'Aïn Temouchent. Pardon? Aïn Temouchent. C'est où ça? Aïn Temouchent, département d'Oran, en Oranie. Donc c'est en Algérie? En Algérie. Oui. Et vous êtes né de père, votre père s'appelait comment? Mon père s'appelait Mimoun. Mimoun? Mimoun. Oui. Et lui est de là-bas? Et lui était là-bas avant l'arrivée des Français en 1830. Ouh là là, donc alors... Donc il y avait une communauté importante en Algérie, beaucoup de Juifs, qui vivaient avec les Arabes, avant la prise de l'Algérie par la France. Donc les Français ont débarqué en 1830. Les Juifs n'étaient pas maltraités avec les Arabes, au contraire, mais ils étaient considérés comme des citoyens de seconde zone, ce qu'on appelait les dhimmis. Bon. Il fallait que quand un Arabe passait sur un trottoir, qu'il descende du trottoir, qu'il se baisse, il laisse passer l'arrivée. Pardon. Alors je disais que les Juifs vivant avec les Arabes ont bonne intelligence, disons, mais considérés comme des citoyens de seconde zone. Le débarquement en Algérie en 1830 de la France a changé un peu l'attitude. D'abord, les Français ont considéré les Juifs comme des citoyens français. Et ils ont même, en 1870, si je me rappelle, ou 67, la date je ne la connais pas très bien, tous les Juifs sont devenus français d'office. Ils avaient le droit en 1830 de prendre la nationalité française, mais la plupart n'ont pas pris la nationalité française. Les Juifs avaient une culture judéo-arabe. Je prends l'exemple de mon père, qui est né en 1877, le 18 août 1877. Donc nous avions une grande différence d'âge entre mon père et moi, on avait 50 ans d'écart. Mon père n'écrivait pas le français. Mon père écrivait le judéo-arabe. Judéo-arabe, ce qui veut dire, c'était la transcription était en judéo, mais la phonétique est arabe. En lisant, vous entendez par l'arabe. C'est ce que tous les Juifs d'Algérie apprenaient. C'est comme si on veut faire une comparaison avec les Juifs d'Europe centrale qu'on appelle les Ashkénazes et qui parlent le yiddish. Le yiddish, c'est une transcription de l'allemand, disons, par l'hébreu. C'était pareil en Algérie pour les Juifs. Donc, mon père étant devenu français... Mais il écrivait en arabe? En judéo. Et c'était lettres hébraïques ou... Judéo, les lettres hébraïques, la phonétique arabe. Ah. C'est comme, je vous dis, le yiddish. Les lettres hébraïques, la phonétique judéo-allemande. Donc, il n'écrivait pas français. Mon père n'avait pas appris le français, il n'avait pas été à l'école française non plus. Donc, il y a une grosse différence entre mon père et ma mère. Elle s'appelait comment, votre mère? Ma mère s'appelait Rachel Samoul, comme ma fille. Ah oui. Rachel Samoul. On l'appelait la grande Rachel, c'est une très belle femme. Ma mère était issue d'une lignée de casseurs. Il n'y avait pas de garçons chez eux. Et c'est la dernière. Et donc, en 1800, si je saute un petit peu, je passe en 1877, mon père est né. En 1897, mon père a fait son service militaire, en tant que Français. Et il a été incorporé. Mon père ne parlait pas français. Et le sous-officier qu'il a incorporé était un juif d'une ville mitoyenne avec la nôtre qui s'appelait Tlemcen, une ville très très pieuse. Et ce sous-officier a dit, parce que, je reviens un peu en arrière, mon père, à l'origine, s'appelait Ben Samoun. Ben Samoun, entier. Et en 1897, si vous vous rappelez bien, il y avait la secousse du Dreyfus, de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, oui. Et qui a quand même, en Algérie, on a supporté l'affaire Dreyfus, et il y a eu, pas des pogroms, mais vraiment des descentes contre les Juifs, en brûlant certaines synagogues,
en jetant des sépharim à la rivière et tout. Et qui a fait cela? Alors ça, c'était dû aux Français. Ah. Par Les contre, colons français. Les colons français qui étaient... On reviendra là-dessus. Par contre, les Arabes ont soutenu les Juifs. Je prends l'exemple de ma grand-mère maternelle. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Johar Bent Meyer. Johar, fille de Meyer, qui était un peu d'origine ashkénaze par mon arrière-grand-père, qui arrivait d'Alsace avec les fameuses troupes débarquement de 1830. Alors, ma grand-mère, Johar Bent Meyer, tenait un café mort. Un café mort, c'est un café où on ne servait pas d'alcool. Et tous les magasins, tous les commerces juifs d'Algérie étaient fermés. Étaient fermés par crainte d'être attaqué. De programmes, de tas de trucs. Et ma grand-mère maternelle, on lui a dit, les Arabes qui fréquentaient son truc, lui ont dit Ma Johar, ça veut dire mère Johar, Medbellah, ça veut dire ne ferme pas. Moi je parle arabe couramment aussi. Hein. Ne ferme pas, on est là. Et ils sont restés devant la porte des trucs, c'est des deux malabars, et aucun Français, Français importé, disons, n'a osé attaquer Bon, donc, bon. Alors donc, c'était passé. Mon père, incorporé en 1897, la fameuse année, on lui a fait changer de nom, ou on lui a demandé de changer de nom. Parce que? Par un sous-officier juif qui lui a dit « Je vais te mettre Samoul au lieu de Ben Samoun ». Mon père dit « Qu'est-ce que je m'en fous, Samoul ou Ben Samoun ?» Tel que le nom de Ben Samoun est resté chez nous jusqu'à que j'ai quitté l'Algérie en 1945. Tout le monde dans notre commerce, parce que mon père faisait les vins. Il avait une cave vinicole et il était le premier dans le Pâtenay à faire en 1903 les vins cachers. En 1903. Et je vous raconte une autre anecdote. En 1903, en 1940, mon père a ouvert une bouteille de vin qu'il avait gardée en 1903 pour ma bar mitzvah. Qu'il avait gardée, et il a ouvert l'année de ma bar mitzvah. Donc c'était vraiment... mon père a subi beaucoup de... Mes parents ont eu 14 enfants. Et 2 fausses couches, ça fait 16. Et il était possible de vivre du commerce de vin avec 14 enfants, parce que les Arabes n'en achetaient pas. Attendez. 14 enfants, mais ma mère a mis au monde 14 enfants et elle a fait 2 fausses couches. Il en est resté 2. Donc mes parents se sont mariés en 1903. Ouais. Et de 1903 à 1927, ma mère a enfanté 16 fois. Est-ce que vous connaissez les noms de tous? On a perdu notre livret de famille aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. On a essayé, mais on n'a pas pu avoir une certaine partie qui n'a pas été enregistrée. Mais vous rappelez de... Moi, je ne me rappelle pas, parce que je suis l'avant-dernier, disons. Oui, mais vous... Ma mère me racontait, elle me disait qu'il y avait un truc, elle me disait qu'ils étaient tous magnifiques. Ils vivaient 2-3 ans et ils mouraient. Ah bon? Mais non, il n'en restait que 2. 14 restaient 2. 14. De ma sœur et moi. Donc 2 sont morts à la naissance? Non, 12. Attendez, donc vous avez dit, il y a 14 naissances? 14 naissances, 2 fausses couches. Bon. Alors sur les 14 naissances, il y en a eu 12 morts. Morts en quel délai? Morts à 2-3 ans de... Et pourquoi? D'une maladie qu'on ne connaissait pas dans le temps. Vous savez, la science en Algérie n'était pas encore... Mais c'est extraordinaire, dites, c'est 12 sur 14. Tout le patelin, toute notre petite ville, qui était assez importante, Aït Mouchen, c'était une ville où il y avait, je reviens un peu en arrière, il y avait 30 000 habitants environ, avant la guerre. Sur les 30 000 habitants, on peut dénombrer 15 000 juifs. Non, 15 000 européens. 15 000 européens, 15 000 arabes. Sur les 15 000 Européens, il y avait 7 700 Juifs. Il y avait une très belle communauté à Témouchent. D'ailleurs, il y a même, j'ai la photo de la porte de la synagogue. Et les Juifs étaient vraiment très actifs. Ce qui veut dire que, par exemple, le Shabbat, étant donné que l'économie était imbriquée entre Européens et Juifs et Arabes, tout le monde s'arrêtait.
Donc mon père s'est lancé dans les vins en 1903. Il a commencé à faire acheter de la vigne aux Arabes et il vinifiait. On avait une cave. Il a commencé, au début, il avait que des foudres. Les foudres, c'est les trucs en bois. Et par la suite, en 1927, l'année de ma naissance, il a construit dans notre patelin la cave la plus importante d'Aïn-Témouchent. 1927, une cave avec des cuves en béton armé, des cuves modernes. Le problème, c'est qu'on dit dans la vie, celui qui stationne recule. Si vous arrêtez dans le commerce, vous reculez. Pourquoi? Parce que les autres avancent. Et moi, dès que j'ai commencé à comprendre la vie, donc né en 1927, en 1936, je disais à mon père, pourquoi que tu n'as pas de vignes? La plupart des Juifs avaient des fermes, des vignes, des vignobles. Vous savez ce qu'il m'a répondu mon père? Ça m'est resté. Il m'a dit, mon fils, en faisant signe de la terre, ici, c'est pas chez nous. Chez nous, c'est en Israël. Donc, sioniste, avant les événements, tout ça. En 1936. Oui, en 1936, il vous a dit ça? Oui, il a dit, moi j'avais 9 ans, il disait, notre vie n'est pas ici, c'est en Israël, donc on n'a pas besoin d'acheter. Avoir des vignes en Algérie, c'était très facile pour les Européens. Parce que? Parce que vous prêtez un peu d'argent aux Arabes, ils ne pouvaient pas vous le rendre, vous allez au palais de justice, vous leur spoliez leurs terres. Je dis bien spolier parce que, je raconterai un peu après, parce que la spoliation, c'est ce qui a vraiment est arrivé à ce que l'Algérie a demandé son indépendance, parce que la colonisation française a été très dure avec eux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y avait, dans les élections, il y avait 2 collèges. Il y avait le premier collège, le premier collège était fourni par les Européens, élections, et le deuxième collège, c'est la question arabe. Donc ils ne votaient pas en même temps que nous, donc ils n'étaient pas considérés comme des citoyens français. Et je me rappelle, la mairie d'Aïn-Témouchent, le concierge de la mairie était le mari de ma tante. Et tout quand je fréquentais la mairie, et aux élections, je voyais ce qui se passait. Le deuxième collège, le collège arabe, avant qu'on commence le vote, était rempli de bulletins. Je veux dire, c'est du trafic complet. On bourrait l'urne. Donc les Européens faisaient élire les Arabes qu'ils voulaient. Bon, ça c'est... Donc c'était vraiment l'Algérie. Bon, moi j'ai eu une formation étant jeune. En 1936, on était tous du Front populaire. Comment vous étiez tous du Front populaire? Parce qu'en Algérie, tous les Juifs étaient pour le Front populaire. Et comment ça se fait que les Juifs sont de gauche en Algérie? Et les Juifs étaient de gauche. Oui, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas de droite? Et ils ne pouvaient pas être de droite, puisque les Européens là-bas on les appelait les fascistes. Ah, c'était donc pratiquement un vote, entre guillemets, ethnique. Ethnique, voilà. Les non-juifs européens votaient à droite. On est revenu en arrière en 1897, ce sont les Français qui ont fait des programmes vis-à-vis des Juifs. Donc les Juifs, moi je me rappelle 1936, j'avais 9 ans, et je voyais tous les magasins fermés, encore une autre fois, et mon père avait dit à ma mère, tu fermes bien et tu fais bouillir de l'huile, je me rappelle cette histoire, et par l'impatience, on veut t'attaquer, tu leur jettes de l'huile bouillante. Mon père est sorti avec son revolver. La ville d'Aïn-Témouchent était divisée pratiquement en deux. Il y avait le monument mort. En haut, on appelait ça Moscou. En bas, Berlin. Donc Moscou, c'était à gauche, et Berlin, c'était à droite. Moscou, c'était les Juifs, et Berlin, c'était les Goyim. C'est ça. Les Goyim nouvellement arrivés, surtout d'Espagne. Vous savez qu'avec avec la guerre civile en Espagne, oui, beaucoup d'Espagnols sont venus en Oranie. Ah bon? Ouais. Donc, ils se sont enfouis devant... Les Espagnols ont émigré sur l'Algérie beaucoup, oui, et en Oranie. Oran était pratiquement une ville espagnole. Oui. D'ailleurs, nous, à l'école, on parlait 3 langues couramment. Le français, l'espagnol et l'arabe. Et quand on discutait entre nous, on mélangeait tellement qu'on appelait ça le patawet, le mélange de 3 langues. Dans une phrase, il y avait trois langues. Donc c'était vraiment... Bon, alors, j'en étais à... Vous étiez en 1936, mais là où j'aimerais bien avoir des précisions,
Mais votre mère qui voit mourir chaque fois le gosse qu'elle met au monde, cette femme doit être... Ma mère, elle est là d'ailleurs, Oui. c'est une belle femme. Hein. Et toute la ville, tout le patelin connaissait l'histoire de ma mère, tout le patelin, tellement que à la naissance de ma soeur en 1925, mon père avait fait le vœu en disant si cet enfant vit, Oui. on offrira, on appelle mouada en arabe, mouada ça veut dire un grand festin à toute la ville, un grand couscous à toute la ville. Et ceci s'est produit à partir de 25, ma sœur née, ils ont commencé à offrir le couscous, 2 ans après je l'ai, et automatiquement, tous les ans, à la même époque, oui. en juillet ou en août, oui. donc ma sœur c'est en juillet ou en août, on offrait ce grand festin à toute la ville, c'était porte ouverte. Imaginez-vous un quintal de semoule roulé à la main, combien que ça fait de couscous. Toute la famille était là pour... Donc mes parents étaient contents, ils ont dit voilà, on a réussi à avoir 2 enfants. Mais est-ce que c'était pareil dans toutes les familles que les enfants mouraient comme ça? Non, non. C'était dans votre famille? Spécialement ma mère. On a essayé, les médecins, on cherchait. Et d'après certains, ils disaient que ma grand-mère maternelle, mon grand-père maternel, est mort à 33 ans. Dans le temps, vous savez que les gens mouraient jeunes en temps. Ah, oui, d'accord, mais 33 ans, c'est particulièrement tôt. Hein? Mon grand-père était mort à 33 ans. Oui. Et il aurait peut-être, il était dans son métier, il était musicien. Vous savez, il faisait les fêtes, il était musicien indigène, quoi. C'est ça. Et on dit, on n'a jamais pu le prouver, que ma grand-mère, que mon grand-père, ayant conçu ma mère à la fin de ses jours, puisque quand il est mort, ma mère avait à peine 3 mois, il se peut qu'il y ait eu une maladie qu'il avait sur lui, qui a été transmise à ma mère. C'est inconnu. Peut-être actuellement, on aurait vite trouvé. Et ils n'auraient pas eu tant de morts. Mais dans le temps, c'était vraiment... Donc c'était ça, le problème de mes parents. Mes parents étaient vraiment... avoir une fille et un garçon, pour eux, c'était leur grand bonheur. Puisque moi, j'avais quand même 50 ans d'écart avec mon père. Et vous êtes le dernier né? Hein? Vous êtes le dernier né, vous êtes le plus jeune? D'après ce que me disait ma mère, il y a eu une fausse couche après moi. Oui. Et votre sœur? Elle est mon aînée de 2 ans. Elle s'appelle comment? Simone Cohen. D'accord. Marianne Cohen. Est-ce que votre famille, votre père, votre mère, ce sont des religieux ou c'est traditionnaliste? Mon père était religieux, mais la religion était vue d'une autre façon qu'on voit chez les fameux orthodoxes esquinazes. Oui. Les esquinazes ont transformé la religion pratiquement. Une orthodoxie très, très poussée. Oui. Ça veut dire très strict, très... Mon père était très strict avec lui-même, tout ça, mais je ne sais pas, on avait une autre façon de voir la religion que les Ashkénazes. Comment est-ce que vous caractérisez la différence entre votre famille séfarade et les Ashkénazes? La différence, c'est peut-être parce qu'il y avait moins de pogroms contre nous chez les Arabes, et donc on était plus ouverts, plus... Je sais pas. Je ne peux pas savoir, moi je sais que mon père était quand même... il était le président de la Hibla Kadisha. Il était prêt? Mon père s'occupait de la Hibla Kadisha. C'est quoi ça? Hibla Kadisha, c'est le dernier devoir. Le dernier devoir, c'est tout ce qui a trait à la mort. C'est ça. Et c'est lui qui s'occupait du cimetière de Intemouchat. Donc il était la cacheroute chez nous, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème de cacheroute chez nous. Tout le monde mangeait cachère. Parce que les Arabes mangent cachère aussi. Ouais. Bon, non, mais oui, mais différence, parce que nous on abattait. L'abattage rituel chez nous, chez les Arabes, est différent. Mais un juif peut manger chez les Arabes? Non. Un Arabe peut manger chez le juif, mais le juif ne peut pas manger les Arabes. Ah bon? Non. Je veux dire parce qu'on appelle notre viande, c'est cachère. Oui. C'est le chouhet. Le chouhet, c'est celui qui a la viande. Oui. Aux abattoirs, moi je me rappelle très bien parce que j'ai fréquenté les abattoirs pour donner un coup de main à une cousine. Bon, ça c'est autre chose. Oui. Je me rappelle, le chouhet abattait, le vétérinaire vérifiait la bête. Si par hasard
un poumon était... Il y avait un abcès dans un poumon, quoi que ce soit. Le vétérinaire coupait cet abcès et disait que la bête était bonne à la consommation. Le chouhet, donc le rabbin abatteur, il mettait le truc rouge, là, ça veut dire impropre à la consommation. Toute la bête? Toute la bête. Toute la bête. En Algérie, on mangeait toute la bête. Parce que dans la cache-croûte actuelle en Europe, on ne mange pas toute la bête. On mange juste le haut. Pourquoi qu'on ne mange pas le nerf sciatique, qu'on appelle dans la bête? En Algérie, il y avait des spécialistes qui savaient décortiquer ce nerf sciatique et nous mangions le gigot, tout, l'épaule et le gigot. Donc, on ne peut pas, la viande halal c'est la viande arabe, donc cette bête, on la vendait aux Arabes. Ils étaient moins minutieux, la cache-croûte arabe, l'abattage arabe était moins minutieux que la cache-croûte. La cache-croûte de l'abattage est très très difficile chez les Juifs. Donc on suivait quand même une cache-croûte intégrale. Hein. Donc la bête déclarée impure à la consommation à cause d'un défaut, voilà. Enlevant ce défaut-là, les Arabes acceptaient tout. Les Arabes, tout le monde pouvait la manger, sauf tout le monde, même les non-juifs pouvaient la manger. Oui, oui. Mais nous, on ne pouvait pas manger, donc on abattait les. Donc, vous voyez, on suivait la religion. J'ai une autre question, excusez-moi, je vais tout de suite revenir. Concernant le commerce de vin, les Juifs boivent peu de vin. Les Juifs buvaient du vin. En Algérie, oui. On buvait du vin. Parce qu'ici, avec les Ashkénazes, vous passez 8 personnes avec une bouteille, c'est largement assez. Non, on buvait du vin. Alors ça va, je comprends que ça valait la peine de faire le commerce de vin. Oui, le commerce des vins cachers. Le premier qui a fait les vins cachers à Intemouchen, c'est mon père. C'est ça. Mais... Et il expédiait dans toute l'Afrique du Nord, et surtout au Maroc. Au Maroc, les religieux, les rabbins et tout, ne buvaient que du vin venant de chez mon père. Pendant les vendanges, mon père faisait venir une équipe spéciale du Maroc. Vous savez, des Juifs qui étaient vraiment arabisés. Il n'y avait pas la France au Maroc. Le Maroc était resté vraiment au Maroc et la Tunisie. Nous, on avait évolué, eux, ils n'avaient pas encore évolué. Alors cette équipe de Marocains, je me rappelle tout gosse, ils venaient pendant toute la saison des vendanges, ils travaillaient chez nous. Oui. Mais arrivé à 3 h de l'après-midi, oui. Avant 3 h, on arrêtait le travail. Et c'est à cause du Shabbat. Donc vendredi... Vendredi, Shabbat, on ne travaillait pas, les jours de fête, on ne travaillait pas. Et c'est très difficile parce que le vin en Algérie, la vinification est assez difficile à cause de la chaleur. Vous savez qu'un vin, quand un vin monte à 37 degrés, il passe au vinaigre. Alors il fallait, moi tout gosse j'ai travaillé là-dedans, il fallait avec un pèse-mou et un thermomètre vérifier toujours là. Et dès que le vin commençait à bouillir et commençait à monter trop, on l'envoyait dans les réfrigérateurs où on faisait du lessivage. Qu'est-ce que c'est que le lessivage? D'une cuve aérée, une cuve, pas une cuve en fort. Une cuve en fort, c'est fermé, une cuve normale, à une autre cuve, on pompait le jus de raisin, on l'aérait pour que la température baisse. Alors, ce qui fait que c'est très difficile à cause des fêtes. Nous, les fêtes tombaient au moment des vendanges. Il ne fallait pas toucher la lumière. Il ne fallait rien faire. Donc, pour vous dire qu'on était quand même pratiquants. Pratiquants, mais d'abord, on n'avait pas des signes extérieurs de pratique comme les Ashkénazes, les papillotes. Non. Non. Et des kippas? Les kippotes? Non plus. Non, le kippote, on avait tous des chapeaux, quoi. Ça suffit, oui. La kippa à la synagogue. Mais à l'extérieur, vous portez une couvre-chef? À l'extérieur, même tête nue. Hein. Oui, là, par exemple, vous voyez, ça, c'est la photo de ma bar mitzvah. Oui, d'accord. Hein? Oui. Bon, c'est ma bar mitzvah. Là, si vous voyez la photo du mariage de mon père et ma mère. Oui, c'est ça. Qui est vraiment une photo européenne. Tout à fait. Et là, encore une autre photo de mon père et ma mère, lors de leur mariage en 1903. Oui, tout à fait. Oui. Alors là, si vous voyez par exemple, ça, je vous ai fait voir ma bar mitzvah. Oui, si vous voulez, on va voir ça tout à l'heure. Oui. On va voir ça tout à l'heure. Dites-moi, donc... Alors on arrive en 1936,
Mais vous allez d'abord à l'école, vous commencez en 30 ans. Nous, tout le monde à l'école. Et vous allez à une école juive ou avec tout le monde? Non, une école... avec les Européens? Laïque. Laïque. Alors, un peu en arrière, mon père ne parlait pas, je vous dis, il n'écrivait pas français. Par contre, ma mère était la seule juive du Patelin à avoir eu son certificat d'études au siècle dernier. Et elle allait chez les sœurs. Elle allait chez les sœurs, l'école des sœurs. Elle allait chez les sœurs? Ah oui. Bon? Et d'ailleurs, on reprochait à ma grand-mère, on lui disait comment, Madoir, tu envoies ta fille chez les Mocha. Le Mocha, c'est les sœurs. Quoi. Et ma mère écrivait le français admirablement bien. J'ai encore des lettres à elle quand elle m'écrivait les pleins, les déliés avec la fameuse plume sergent-major, tout ça. Vous voyez la différence entre ma mère et mon père. Mon père était pratiquant, d'accord, mais il ne parlait français, mais n'écrivait pas le français. Ma mère me racontait qu'en 14-18, lors de la Première Guerre mondiale, mon père a été mobilisé. Et ma mère, d'une intelligence rare, hein, parce qu'elle est arrivée à apprendre le judéo-arabe facilement. Et elle correspondait avec mon père, qui était aux Dardanelles, en judéo-arabe. Donc elle avait l'écriture judéo-arabe facile. C'était une femme très courageuse, très grande, très belle. Ma mère faisait quand même 1m70. Pour une femme dans le temps, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Ah, on l'appelait la grande Rachel. Ouais. Et des temperaments, elle était comment? Hein? Des temperaments, elle était comment? C'est une femme très réservée ou très exubérante ou... Non, très réservée, très exubérante, mais très douce. Elle avait... on venait lui raconter, parce que mon père était un homme très volubile, très... Oui. Un méditerranéen. Méditerranéen, et puis... Un peu italien? Il était coureur, très coureur. Ah oui? Il adorait les femmes. Ah oui. Et ça, je vous raconte, je ne devrais pas raconter, ça, une anecdote que ma mère m'a racontée après la mort de mon père. Donc, on avait quand même un certain respect de parler de femmes. Entre mon père et moi, on ne parlait pas de ça. Mais... Et ma mère m'a raconté, elle me dit, tu sais, ton père, quand... on venait au magasin où elle vendait le verre des vols détail, on lui disait, tu sais Rachel, Mimoun est à Oran, Oran c'est la grande ville, et il est avec telle et telle. Qu'est-ce qu'elle faisait ma mère? C'est ma mère qui me racontait après la mort de mon père. Elle ouvrait son tiroir caisse, elle prenait une pièce et elle dit, ma fille, voilà pour la commission. Donc elle rémunérait les informations. Les informations, elles s'en foutaient. Oui. Et elle me disait, certaines venaient me dire la même chose, et je lui disais, tu sais ma fille, il vaut mieux partager un bon repas que crever de faim. Ce qui veut dire, il vaut mieux avoir un mari porté que d'avoir un mari qui est pas complètement... D'une certaine manière, elle était suffisamment sûre d'elle et tolérante. Voilà. Elle savait... Non, mais même sûre d'elle, elle adorait mon père, donc elle... Donc elle n'était même pas jalouse. Ah, pas jalouse du tout, pas du tout. Elle dominait la situation. Voilà, exactement. Ma mère était une femme formidable. Est-ce que chez les sœurs, on n'a pas essayé de la convertir? Ah, sûrement, mais... Elle n'en a pas parlé. Non, ça ne marche pas. La conversion chez nous, difficile. On gardait quand même... il n'y avait pas beaucoup de conversions. Il y avait les Juifs en Algérie, tant qu'ils habitaient l'Algérie, ils sont restés en disant en vase clos, en vivant entre nous. Mais pas en ghetto. Ah non, pas en ghetto, les villes ouvertes. C'est-à-dire qu'ils étaient en contact avec tout le monde. Mais d'ailleurs, on se mariait entre juifs. Les mariages mixtes n'existaient pratiquement pas. Oui. C'était vraiment une catastrophe quand quelqu'un se mariait avec un non-juif. Hein. Ce qui est arrivé du côté de ma femme. Mais c'est vraiment... on allait, d'ailleurs, mon exemple, après, je vous le raconterai, quoi. Donc, 1936, j'ai raconté... Tout d'abord, vous allez à l'école, en 1931. Oui, j'étais à l'école laïque. Oui. Et j'ai fait mes études comme tous les Français. Vous n'avez pas de... Comment est-ce que vous dites, de difficultés d'ordre... on savait que vous étiez juif ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Tout s'est bien passé jusqu'à
On va y arriver jusqu'à la guerre, quoi. Jusqu'en 1939, tout est bien. Oui, mais est-ce qu'avant, vous saviez que en Allemagne et en Italie on ne savait pas. Et en Espagne, on n'était pas au courant. Donc vous étiez coupé de tout. On était coupé complètement des histoires de... Donc pas d'Hitler, vous ne connaissez rien. Non. Pas de Franco. Non, Franco, on savait qu'il y avait puisque les Espagnols venaient se sauver d'Espagne, les communistes, quoi. Les républicains, oui. Ils venaient là, et d'ailleurs, c'est comme ça que ces fameux communistes, en 1939, n'ont pas fait la guerre avec les Français, puisqu'ils n'étaient pas français. Les Français partis à la guerre, et la plupart en France et partout, eux, ils sont restés en Algérie, oui. Et ils ont fait de l'argent. Oui. Et ils ont changé complètement leur comportement. Vous savez, l'argent fait tout. Hein. Vous pouvez être d'extrême gauche, et si vous êtes devenu riche, vous devenez d'extrême droite. Donc, ces Espagnols sont devenus de droite, pratiquement. Tous les Espagnols sont devenus de droite. Et d'Italie, d'Italie, non. Nous, c'est la Tunisie plutôt. Ah. Nous, on n'avait pas. Nous, c'est l'Espagne. Notre région, c'est une région espagnole. Donc, les nouvelles que vous aviez du continent européen, c'était l'Espagne. Oui, on n'avait pratiquement pas de nouvelles, on croyait que tout allait bien. Oui. 1939, la guerre est déclarée. Excusez-moi, vous lisez un journal? Alors... Oui, avec les journaux, oui. Mais les journaux vous racontaient un peu ce qu'ils voulaient, quoi. En 1939, je me rappelle, j'avais quand même 12 ans. Tout le monde était parti, et c'est là que mon père a fait une vendange magnifique. Qui veut dire que les raisins sur les pieds de vigne ne se vendaient plus, puisque la plupart des colons étaient partis, mobilisés, et ça se vendait à très très bas prix. Et nous, en 1939, on a fait une vendange magnifique. Et mon père avait gagné beaucoup d'argent. Pour revenir un peu en arrière, mon père avait dû raconter, donc il avait gagné beaucoup d'argent, mais en 1940, il m'a fait la bar mitzvah. Et toute cette bar mitzvah, tout l'argent qu'il avait gagné pendant les vendanges de 1939, il les investit pour ma bar mitzvah, qui a été une bar mitzvah. Qui n'a pas parlé à Ité Mouchen de ma bar mitzvah parce que tout le monde m'appelait Fredou. Mon vrai nom, mon surnom, disons, c'est Fredou. Qui disait pas Fredou, ça fait la bar mitzvah. Rachel et Mimoun ont eu des enfants et ils ont réussi à faire la bar mitzvah de leur fils. D'accord.